Bonsoir et bienvenue au journal régional d'Alizé, édition de 19 h. Nous sommes le jeudi 1er septembre. Merci de nous suivre et de nous être fidèles. Un seul grand titre de l'actualité de ce jour, c'est bien sûr la rentrée scolaire. Aujourd'hui, ce sont quelques 8500 enseignants qui ont regagné leurs établissements. Une rentrée qu'ils ont effectuée, bien sûr, un jour avant les élèves. Tout de suite, les chiffres de cette rentrée 2016-2017 avec Muriel Barlagne. Les vacances sont officiellement terminées pour les enseignants. Place aux circulaires de rentrée, aux emplois du temps, à la préparation des cours et au suivi des élèves. Au lycée général et technologique de Bainbridge, ils sont 179 à avoir fait leur pré-rentrée. Ils s'apprêtent à recevoir 1780 élèves. Aujourd'hui, il s'agissait de tracer la feuille de route pour l'année à venir et de rappeler les priorités. C'est les priorités qui ont été instaurées dans le cadre du projet d'établissement, à savoir en priorité la revalorisation de la voie technologique, la pérennisation de l'excellence en particulier dans les enseignements scientifiques et montrer effectivement que malgré une restructuration de l'établissement, l'équipe est présente, l'équipe est efficiente et que les résultats sont toujours au rendez-vous. Le même scénario s'est produit dans les quelques 410 établissements scolaires de l'académie, secteur public et privé confondus. Ce sont 8500 enseignants en tout qui ont repris les chemins de l'école. Pour certains, dans un état d'esprit plutôt positif. Un très bon état d'esprit. On est toujours très content de retrouver les collègues et aussi découvrir les nouveaux étudiants pour lesquels on aura le plaisir de s'investir pendant une année. Donc c'est un très bon moment en fait pour nous. Un nouveau départ, on va dire. Demain, ce sont les quelques 98 744 élèves guadeloupéens qui retourneront sur les bancs de l'école. Mais dès ce premier jour de rentrée, les syndicats enseignants ont manifesté leur inquiétude et même leur colère, annonçant d'ailleurs une mobilisation dans les prochains jours. La FSU, par exemple, considère que cette année scolaire 2016-2017 s'annonce pire que la précédente, c'est dire, on écoute tout de suite, Eddy Ségur, secrétaire général de la FSU, interrogé par Éric Pommier. Aujourd'hui, nous sommes dans une situation assez particulière puisque dans le second degré, avec les suppressions de postes et la répercussion de la réforme des collèges, nous allons nous retrouver souvent en difficulté, notamment pour faire face à l'affluence des enfants qui vont se présenter, notamment en lycée. Nous savons déjà que pratiquement 200 à 250 élèves seront sans affectation pour la rentrée qui arrive. Et donc, il nous faudra malheureusement encore recourir à des postes précaires, encore recourir à un emploi de personnel qui n'est pas formé. Et donc, nous sommes inquiets. Deuxièmement, nous savons pertinemment qu'au niveau du collège, l'ensemble des établissements n'est pas prêt plutôt. Et nous savons pertinemment que malheureusement, au niveau des emplois du temps, il y aura des cafouillages. Au niveau donc du temps de service pour les enseignants, il y aura nécessité sûrement de faire des heures supplémentaires, ce qui va sûrement nuire à la qualité de l'enseignement et donc tout simplement à la façon dont nous aurons à offrir aux élèves la meilleure qualité d'enseignement possible. Et puis surtout, dans le premier degré, nous nous retrouvons toujours avec les mêmes difficultés, les rythmes scolaires qui ne sont toujours pas adaptés. Nous sommes aussi en difficulté parce que tout simplement le calibrage du nombre de postes au concours a été mal fait et aujourd'hui nous avons 41 classes sans maître pour la rentrée. Il faut savoir que nous déjà à la FSU, dès le 8, nous appelons l'ensemble des collègues des collèges et des lycées à se mobiliser devant le rectorat, rendez-vous à 9 h, justement pour démontrer au recteur que les choses ne vont pas, que le nombre de postes n'est pas correct, qu'il faille faire des efforts en matière de la création des postes. Et puis surtout, nous demandons tout simplement à ce que la réforme des collèges ne soit pas appliquée aujourd'hui. Un mot d'économie maintenant avec les prix des carburants qui sont à la hausse ce mois-ci. Depuis minuit, le litre de super samplon coûte 1,34 €, une augmentation de 4 centimes. Le litre de gazole est à 1,11 €, soit 2 centimes de plus. Mais la bouteille de gaz liquéfiée de 12,5 kg, comme vous le voyez, demeure à 18,60 €. En politique, c'est la fin d'un suspense, ou plutôt d'un secret de polichinelle. Marcel Sigiscard du PPDG et Marlène Mélis du Parti socialiste ne reconstitueront pas leur binôme à l'occasion de l'élection départementale partielle de Pointe-à-Pitre.
Le PPDG a ainsi décidé de constituer son propre attelage avec Marcel Sigiscard et Sandra Anjaric. Selon nos informations, Marlène Mélis aurait de son côté choisi de maintenir sa candidature, mais à l'heure où je vous parle, on ne sait pas avec qui. Cette élection, je vous le rappelle, se déroulera les 9 et 16 octobre prochains. Autre élection à la CCI, la Chambre de commerce et d'industrie des îles de Guadeloupe. Première information, vous la connaissez sans doute, Colette Coury ne bride pas un nouveau mandat à la présidence, mais elle figurera sur une liste sous le label de Guadeloupe Économie, ce rassemblement de quasiment la totalité des organisations patronales, sauf celle de la FTPE, conduite par Alan Nagam. Les explications d'Eddie Elatré. La fin du mois de septembre marquera l'ouverture de la campagne des élections de la Chambre consulaire et c'est encore le flou sur le nombre de listes qui seront en présence pour ce scrutin. Les électeurs appelés à voter sont issus des secteurs du commerce, des services et de l'industrie. On les compte pour l'heure à 26 965 inscrits sur les listes électorales. Parallèlement, c'est pas moins de 34 969 établissements de la place qui sont potentiellement concernés par ces échéances. On sera fixé finalement sur les candidatures le 23 de ce mois, date de clôture de dépôt des listes en préfecture. Le vote, lui, s'effectuera par correspondance. Il se déroule du 20 octobre au 2 novembre prochain. C'est la liste menée par Alan Nagam qui déclare les hostilités. Elle s'engagera bel et bien dans la bataille à venir. Nous sommes sereins, on va sereinement conduire nos affaires, proposer ce que nous souhaitons pour le pays demain. Et bon, j'espère que les autres en feront de même et qu'ils vont effectivement savoir si le bilan qu'ils présentent satisfasse à l'intérêt de l'économie du pays. Nous sommes en compétition avec quiconque, nous ne sommes pas en combat, mais nous souhaitons un changement dans le modèle économique et dans le mode, la méthode et la pratique de conduire les affaires économiques de ce pays. La Chambre de commerce est une institution qui doit proposer au gouvernement et aux autorités politiques une vision, une orientation économique adaptée à son territoire. Et ça, nous souhaitons le faire parce que nous pensons que depuis tantôt, on s'est contenté de gérer les affaires au profit, bien entendu, de l'activité professionnelle de chacun. Une autre liste sera aussi de la partie, celle de Guadeloupe Économique, qui bénéficiera du soutien indéfectible de la présidente sortante, Colette Coury. Peut-être d'autres prétendants à venir avec toujours le même objectif, briguer la présidence de la CCIG. Le suspense reste entier. Dilma Rousseff, elle, n'est plus présidente du Brésil pour avoir maquillé les comptes publics. Elle a été destituée hier par les sénateurs, 60 voix pour et 20 contre. Le vice-président Michel Temer, qui occupait jusque-là le poste provisoirement, a aussitôt prêté serment avant de s'envoler pour le G20 qui se tient à Hangzhou en Chine. Le Brésil, c'est le focus de notre actualité dans notre grande région. Par la voix de son avocat, la présidente destituée du Brésil, Dilma Rousseff, a fait appel jeudi auprès de la Cour suprême pour demander un nouveau procès et l'annulation de la sentence qui l'a écartée du pouvoir la veille. Le recours exige la suspension immédiate des effets de la décision du Sénat qui a condamné pour crime de responsabilité la présidente de la République. Il est signé par l'avocat José Eduardo Cardoso, ex-ministre de la Justice de Dilma Rousseff, qui l'a défendu pendant le procès. L'avocat demande également un nouveau procès et le retour à un poste de président par intérim de Michel Temer, l'ancien vice-président de Dilma Rousseff. Cet homme fort du PMDB, de centre droit, a prêté serment moins de 24 heures plus tôt comme nouveau président du Brésil et assuré la fin du mandat de Dilma Rousseff jusqu'à fin 2018. Une majorité de plus des 2/3 des sénateurs a voté sans surprise mercredi en faveur de la destitution de la présidente de gauche pour maquillage des comptes publics. Dilma Rousseff est la première femme à avoir été élue à la tête du Brésil en 2010, puis réélue en 2014. Sur les 81 parlementaires, 61 ont voté pour sa destitution, seulement 20 ont voté contre. Mercredi 31 août, Michel Temer devenait le nouveau chef d'État du Brésil.
laissant derrière lui l'étiquette du vice-président de Dilma Rousseff, une présidente qu'il n'a jamais appréciée et réciproquement. Michel Temer s'est envolé dans la soirée de mercredi vers Shanghai, puis Hangzhou, où il représentera le Brésil lors du sommet du G20 les 4 et 5 septembre. Aussi impopulaire que sa prédécesseur, cet habitué des coulisses de la politique se retrouve à la tête d'un pays endetté, plombé par la récession, le chômage et l'inflation. S'il est apprécié des milieux financiers, il ne lui sera accordé aucun état de grâce. Michel Temer doit réussir là où Dilma Rousseff a échoué. Son programme, dans l'immédiat, consistera à corriger, résume son équipe. Corriger les erreurs qu'aurait commises la présidente destituée en creusant le déficit public. La priorité sera ainsi de passer en revue les programmes sociaux du Parti des travailleurs, tels la Bolsa Familia, Bourse Famille, afin de mettre fin aux abus que le nouveau gouvernement aurait détectés et remplir les caisses de l'État grâce à diverses privatisations. Chef d'État destitué en 1992 suite à un scandale de corruption, Fernando Collor de Mello, sénateur depuis 2007, est passé du statut de victime à celui de juge. Hier destitué, le voici accusateur de Dilma Rousseff. Comparé dans les années 90 à une étoile filante, Fernando Collor est devenu un dinosaure de la politique brésilienne. Près de 25 ans après sa destitution, l'ancien président hante toujours les coulisses du pouvoir. Il a même adhéré à la majorité présidentielle de Luiz Inácio Lula da Silva. Doté d'un aplomb dont seuls les politiciens sont capables, il a, en mai, utilisé les arguments de son propre impeachment liés à son manque de probité pour justifier l'ouverture de la procédure de destitution de Dilma Rousseff. La crise économique et financière est, dit-il, le symptôme d'un drame brésilien plus profond, une crise morale. Fernando Collor avait créé la surprise lors de la campagne présidentielle de 1989, durant laquelle s'affrontaient deux figures de la gauche, Leonel Brizola et Lula. S'érigeant en parangon de vertu, endossant le combat contre la corruption et en chasseur des profiteurs de l'administration, le quadragénaire sportif et charmeur, élu président, devient alors la coqueluche des médias. À l'approche de son jugement en destitution en octobre 1992, il n'eut pas le courage d'une Dilma Rousseff, qui a affronté en personne lundi, durant plus de 14 heures, les questions des sénateurs. Le jour de son jugement, Fernando Collor avait préféré s'esquiver, mandatant un avocat chargé de déposer au Sénat sa lettre de démission. Est-ce à lui que faisait référence l'ancienne guérillera en évoquant le silence obséquieux des lâches. Et puis revenons ce soir sur ce sujet qui a, semble-t-il, ému ou inquiété un grand nombre d'entre vous. L'érosion du littoral guadeloupéen, un phénomène dont il faudra sans doute désormais tenir compte. Depuis quelques jours, c'est à Déé que ce phénomène se manifeste de la façon la plus spectaculaire, avec cette plage de Grand Anse littéralement coupée en deux. Éric Pommier a tenté de trouver des explications. Il a rencontré à cette occasion l'ancien directeur du Conservatoire du littoral. Voici son reportage. C'est cet homme, Gérard Berry, qui a été à la direction du Conservatoire du littoral de 2001 à 2011. Il considère l'affaissement de l'énorme banc de sable survenu sur la plage de Grand Anse à Déé comme un air de déjà-vu. Même s'il avoue que la brèche est bien plus importante que les fois précédentes, le phénomène est récurrent. Il n'y a donc rien d'exceptionnel, sinon que c'est le niveau de l'eau qui aurait été plus conséquent, un niveau d'eau plus important du fait des fortes intempéries. Effectivement, c'est très impressionnant, mais c'est naturel, premièrement, sauf que ça peut être exceptionnellement artificiel dans la mesure où quelqu'un aurait provoqué, en creusant un petit trou dans le sable, petit à petit l'eau qui s'échappe par ce petit trou agrandit le trou, parce que c'est du sable accumulé tout simplement, hein, et à un moment donné, le courant formé par l'évacuation de cette eau-là provoque la rupture, en ouvrant au fur et à mesure, provoque la rupture de la digue. C'est de ce lac naturellement artificiel qu'est sortie toute cette masse d'eau couplée à celle des intempéries. En ce lieu était installée une gravière nécessaire aux différentes constructions. Au fil du temps, une vallée a été creusée sur le circuit de ravines diverses et variées venues tout droit de la montagne. Conséquence, le cycle montagneux emporte une quantité d'eau à chaque pluie diluvienne, la force de poussée étant ainsi supérieure à la force de résistance du cordon du littoral sableux, entraîne la rupture de la digue naturelle. J'ai vu pire, la plage elle-même, et notamment la partie sud, qui est très forestière,
entre cet endroit-là justement et le pied du Gourmandé, j'ai vu la plage disparaître entièrement. Mais alors entièrement, je crois que c'était pour David et Frédéric en 79, où la mer est partie avec la totalité de la plage, mais sur une épaisseur de 2 à 3 mètres. Ça veut dire que les racines des arbres, puisque c'est très forestier à cet endroit, les racines des amandiers, les racines des arbres pendaient sur 1,50 m, 2 mètres de vide et dans l'eau. Et puis on s'est dit, ben ouais, c'est foutu. Et c'est comme ça qu'effectivement, il y a l'érosion qui se fait d'une manière rationnelle, j'ai envie de dire. Érosion, à ne pas confondre avec ce phénomène d'affaissement à grande anse des haies. L'érosion est en effet permanente, régulière, très ancienne. Une étude a recensé 7 sites sensibles, en cause la dynamique du littoral et des enjeux humains, socio-économiques et environnementaux. Je connais un endroit où je passais en voiture en 1980, au pied d'une falaise, entre le pied de la falaise et la mer, sur un chemin de galets, hein, et après 1986-90, on ne pouvait plus passer qu'à la nage, au même endroit. Ça veut dire que le pied de la falaise avait été érodé, les galets avaient été emportés et le niveau de la mer avait rattrapé le pied de la falaise. Gérard Berry est ferme et convaincu qu'il faut composer avec ces modifications. Elles sont graduelles et bien connues, et de conclure que l'homme doit s'adapter à la nature et non pas l'endiguer. Du sport avec le décès de René Coq, nous l'avons appris hier, grand champion cycliste des années 50, vainqueur du Tour de Guadeloupe en 1955. Aujourd'hui, tout le monde sportif et des personnalités politiques comme Éric Jalton, le député maire des Abîmes, ou Harry Chalus, le président du conseil régional, saluent la mémoire de ce grand champion qui avait perdu l'usage de ses jambes suite à un accident à vélo survenu bien après sa carrière et qui avait pourtant continué à conseiller plusieurs générations de jeunes cyclistes. Et puis le portrait de ce jeune grand espoir de la natation guadeloupéenne. Il est licencié au club de Mulhouse où se sont révélés entre autres les Laure Manodou ou encore Amaury Levaux. En novembre dernier, il a été sacré champion de France du 50 mètres d'eau à 17 ans seulement. Il s'appelle Karils Miati, il est en Guadeloupe. Johan Charpentier-Titi l'a rencontré. 17 ans, 1m97, 78 kg et Tokyo 2020 en ligne de mire. Karils Miati est de la trempe des ambitieux et pour cet espoir de la natation française, tous les rêves sont permis. Formé en Guadeloupe, c'est à 14 ans qu'il quitte son île pour rejoindre le Mulhouse Olympique Natation, club qui a vu passer des champions tels que Yannick Agnel ou Laure Manodou. S'il espère recueillir autant de succès que ces deux-là, Karils fait pour l'instant l'unanimité dans sa catégorie d'âge sur 50 et 100 mètres d'eau. Au 50 d'eau, je fais 26,0. Donc en France, disons que c'est un temps qui, pour mon âge, qui est très bien. Après, chez les plus grands, ça devient un peu plus compliqué, bien sûr. Mais au niveau international, c'est un peu mitigé, je dirais. Il faut encore travailler. Et au 100 d'eau, c'est 56,6. Donc là, encore une fois, en France, c'est assez bien, mais pour les étrangers, c'est pas encore du haut niveau. Donc il faut que je continue à bosser, je lâche pas prise, et puis on verra dans quelques années. Des performances qui lui permettent tout de même d'être le meilleur français chez les juniors sur 50 d'eau et de posséder le deuxième meilleur temps sur le 100 mètres. Des chronos qui commencent aussi à compter au niveau senior puisqu'il s'agit respectivement des 8e et 12e meilleurs temps français. Une fierté pour son entraîneur au cercle nautique de Bemao. Karils, c'est un physique un peu à part, c'est un athlète un peu à part. Effectivement, il est junior, mais il a quand même le niveau des seniors, puisqu'il a fait quand même pas mal de finales A au Sando, d'ailleurs à côté de Monsieur Lacour, qui va bientôt arrêter. Donc lui, tout ce qu'on lui souhaite, c'est qu'il continue son évolution, qu'il continue d'appuyer aux entraînements. Et on espère le voir au prochain championnat d'Europe, championnat du monde et pourquoi pas les JO de Tokyo. Le tout à 17 ans et une rentrée en terminale S à assurer. Le garçon garde la tête sur les épaules et entend mener de front sport de haut niveau et études. C'est sûr que c'est pas évident l'école et la natation à allier. Mais à Mulhouse, on nous permet d'avoir un accompagnement derrière au niveau scolaire qui fait qu'en arrivant en cours, on n'est pas largué, je dirais, puisque cette année, je vais rentrer dans Academia. C'est une école qu'ils ont montée exprès pour les nageurs, vu qu'on part souvent en stage, en compétition.
Du coup, je vais rentrer dans une forme de structure dans une structure plutôt qui va me permettre d'allier super bien les deux. Après le bac, Carils souhaite devenir kinésithérapeute ou préparateur sportif. Il le sait, allier les deux ne sera pas évident, mais le nageur a l'habitude. J'avais entraînement à 7h30, je finissais à 9h30, j'allais en cours de 10h à midi, j'avais une pause de 1h pour manger, etc. Je retournais en cours à 13h, je finissais les cours à 16h et j'avais entraînement de nouveau le soir à 16h15 jusqu'à 18h, 19h. Et le jeune homme avance avec un accompagnement infaillible de sa famille. Si son père, qui l'a mis dans un bassin dès 3 ans, a dû rester en Guadeloupe, sa mère l'a accompagné à Mulhouse. Un équilibre primordial pour Carils. J'étais un peu mal puisqu'avec mon père, on a un lien très fort, on est unis. Et du coup, on a beaucoup parlé pendant des heures, des jours, des mois. Et on s'est dit tout ce qu'on avait à se dire, c'est-à-dire que je savais pourquoi je partais, c'était pour accomplir mes rêves. Et du coup, qu'on se retrouvera, mais d'une meilleure façon. Il ne faut pas oublier que nous avons vécu en Guadeloupe où il fait tout le temps chaud. Et qu'à Mulhouse, c'est un département français où il fait très 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 froid. Donc il faut quand même l'aider moralement, avec un bon moral, juste savoir souvent regarder, connaissant son enfant, on arrive à voir quand il va bien ou quand il ne va pas bien. Et savoir l'aider pour pouvoir qu'il garde le cap, pour pouvoir avoir de plus en plus de meilleures performances. Prochain objectif pour le champion en herbe, ou plutôt en eau, les championnats d'Europe junior avant de rêver plus haut, et on l'espère, faire briller la Guadeloupe du côté du pays du soleil levant. Le rendez-vous est d'ores et déjà pris. Et parlons justement de la météo pour refermer cette édition. Le ciel sera encore changeant demain matin avec une alternance entre éclaircies et quelques foyers orageux avec évidemment une forte probabilité de pluie. Les températures seront comprises entre 26 et 29 degrés. La qualité de l'air, elle, demain matin sera moyenne, voire médiocre. Guader annonce une échelle entre 5 et 7 sur son indice Atmo, notamment dû évidemment à ces grandes circulations dans toute l'agglomération, la large agglomération pointoise de Petit-Bourg à Gosier. Voilà, c'est la fin de cette édition. Merci de l'avoir suivi. Je vous donne rendez-vous demain, 12h30. Excellente soirée.